mais ça fait longtemps en plus, avec tout ce bordel qu'on a eu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas Oui. tenu un micro. Oui, oui, oui. Incroyable. Et on va peut-être lancer. Ah bah on va lancer. Voilà. Ah, l'horreur. Tellement punch. Allez, ça commence sur les chapeaux de roue. Bah, ça, on le coupera au montage. Non, le coup. Bienvenue à l'EHPAD de Noisy-sur-Seine pour le On va pod. finir animateur en Ah EHPAD. putain. Oh la vache. Après, Allez, c'est parti dans 3, 2, 1, action. bonjour et bienvenue dans Prochaine à gauche. Bonjour. So, for example, take communism. Alors, Monsieur Macron, vous avez perdu. Healthcare is a human right, not a privilege. La révolution, c'est d'abord l'irruption des masses sur la scène où se dessine son propre destin. Voilà, Là, en c'est fait, tout. va y avoir le générique. Ah mais oui. Donc on peut mettre un blanc. Ah, on peut dire des merdes du coup. Mais j'aurais continué à parler qu'il aurait pu foutre le générique quand même, donc ça servait à rien. Bon, alors, ça fait quelques mois qu'on n'a rien posté. Oui. Parce que les aléas de la vie quotidienne ont fait qu'il y avait des partiels, il y avait des projets, Il y avait le Covid. Il y avait le Covid, putain, il y avait le confinement. Ah oui, on a essayé de tourner Oh là là. pendant le confinement à distance. Sauf que, visiblement, la seule personne dans notre équipe qui est capable de configurer un micro, c'est Vilou. Donc on a acheté un ou deux épisodes. On a acheté un épisode qu'on vous avait fait sur les cadeaux de Noël. C'est triste, c'est super triste. Qui, de toute façon, comme on n'avait pas eu le temps de faire le montage, allait sortir en février. Et en février, on s'est rendu compte que l'épisode était niqué. Voilà. Donc voilà ce qu'on a fait pendant ce temps. On a grave bossé. Oui, puisqu'on vous a prévu un épisode bourré de données. Là, c'était le 8 mars. Et donc, on a décidé de revenir en force pour notre premier épisode après le 8 Attention. mars, en étant juste entre couilles. Voilà, freestyle. Voilà. Incroyable. Audrey n'est pas là. Non. Audrey avait des impératifs de santé. En vrai, ça me fait chier parce que quand on en reparlait de faire un épisode, à chaque fois, je lui disais « Oh, faudra que tu parles de ça, faudra que tu parles de ça. » Bon, bah, ça sera pour la prochaine fois. Après, elle a beaucoup été présente sur le podcast. Bon, à un moment, trop de féminité tue l'intellect. Bah, trop de gonzesses. Ah non. Après, on va finir sur Twitter là, à se faire retweeter par tous les connards qui ont des drapeaux arc-en-ciel dans leur bio. Non, Ah, c'est merci. Ça, ces insupportable. gens-là. Ah. Nous, c'est communiste à l'ancienne. Voilà. On veut vieux. pas en entendre parler. Voilà. Hein. À l'époque de Lénine, c'était plus simple. Les Voilà. opprimés, c'est les ouvriers musclés et c'est tout. Voilà, c'est tout. Ah, bon, non, sinon après, ça devient compliqué vos histoires. Hein. Il y a un tour de biceps pour vérifier si t'es un vrai ouvrier. Qui C'est prend le comme mètre. tu sais, les Khmers rouges ou les maoïstes qui vérifiaient les mains pour voir si t'avais les mains calleuses ou s'il fallait te pendre parce que t'étais pas un travailleur. Voilà. Nous, on vérifie les tours de biceps. Ouais, voilà. Ah, bah, c'est bien ça. Alors, pour cette rentrée, qu'est-ce que t'avais à nous parler? Ah, c'est moi qui Théo. commence. Bah, Ah, le t'avais salaud dit du que tu parlais de tes pâture. lectures. Alors oui, donc en effet, je suis toujours étudiant dans la saloperie d'université islamo-gauchiste. Enfin, vous avez dû entendre notre magnifique ministre robot Frédéric Vidal, qui non seulement a une capacité de disparition plus grande que celle d'Houdini, puisqu'elle a réussi à disparaître de tout paysage médiatique pendant plusieurs mois, ce qui, quand même, rappelons-le, est la plus grande disparition d'un ministre depuis fort longtemps. Elle est très très forte. Alors, je tiens à te corriger parce que là, t'es en train de faire de la médisance. On essaie d'être un podcast objectif. Ah oui, c'est vrai. Tu as le droit de ne pas l'aimer, mais pendant des mois, elle n'avait pas disparu. Elle travaillait pour Oui. revenir avec un nouveau concept fort pour Ouais. régler les problèmes de la recherche des étudiants. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept fort? Alors, il y a deux concepts aujourd'hui avec Frédéric Vidal, enfin trois, puisqu'on a un troisième qui est en proposition de loi. Donc le premier, on va parler de la proposition tout de suite, c'est-à-dire un prêt étudiant pour sauver les étudiants. Donc c'est-à-dire que bon, bah, vous êtes pauvre, vous n'arrivez pas à manger. C'est triste pour vous, mais le gouvernement a pensé à tout. C'est-à-dire, vous pouvez faire un petit prêt remboursable dans... Alors j'avais vu, ils sont pas d'accord entre 10 ans, 20 ans ou 30 ans après. Donc d'un maximum de 10 000 euros, je crois. Donc ce qui va régler le problème de la précarité étudiante, c'est bien connu, puisque quand tu fais des prêts, eh bien, t'es sauvé. Hein, voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Bah, tout le monde le sait, c'est toujours une très bonne chose de s'endetter. Et les riches font beaucoup ça, hein, de s'endetter énormément. Ils adorent ça. Et ils remboursent jamais. Et du coup, voilà. Donc on a cette première chose qui est déjà un changement de paradigme dans les aides sociales et notamment des étudiants. Voilà, c'est-à-dire maintenant c'est plus on vous donne un peu de thunes et fermez votre gueule, c'est
faites un prêt et fermez votre gueule. Donc on a un petit changement de paradigme, vous voyez, ça change un petit peu, un peu comme aux États-Unis, vous voyez, ou d'autres pays. On a le deuxième paradigme, du coup, alors là, le chèque psy. Et là, alors là, c'est incroyable. C'est incroyable. Écoutez, comme vous le savez sans doute, chez nous, dans notre magnifique pays qu'est la France, hein, et qui est maintenant, puisque selon le Jean Castex, c'est rouge, blanc, bleu, hein, n'est-il pas? Parce que la dernière conférence était trompée de couleur. Magnifique. Et du coup, ils ont décidé de faire un chèque psy. Puisque dans notre pays, on rembourse les psychiatres, mais pas les psychologues. Bon. Pour des raisons assez longues et anciennes. Et du coup, le problème, c'est que les étudiants, ils sont dépressifs et ils se foutent en l'air. Bon, c'est triste, hein, vous voyez. Du coup, ils ont pensé à tout. Et tu peux payer combien de séances avec ton chèque psy? 3. Ils ont été malins parce que, en général, quand tu vas chez le psy, les gens qui nous écoutent, qui ont déjà été chez le psy, le psychiatre ou le psychologue le savent. La première séance, en général, tu fais le tour, tu exposes tes problématiques. La deuxième, tu les règles. La troisième, tu vois comment être encore plus performant au quotidien. Et en fait, si tu fais 4 séances de psy, ça se passe comme dans Lucie. C'est-à-dire que tu peux utiliser ton cerveau à 100%, parce qu'il faut savoir qu'on l'utilise tous à 10%. Et à partir des 4 séances psy, tu peux voir le passé, le présent, le futur. Et la 5e, là, c'est vraiment pour ceux qui ont atteint le nirvana, tu deviens une clé USB. C'est ça, tu Et deviens une ça, clé USB. c'est un truc de fou. Non, pas du tout. Ou Docteur Manhattan, il y a un tirage aléatoire. Oui, ouais, c'est ça. C'est comme le tarot, vous voyez. Hein, vous connaissez pas votre avenir. Et en fait, le psy, dans la 5e séance, il tire le tarot avec vous. Voilà, parce que c'est ça. évidemment comme ça qu'on fait, puisque c'est pas une vraie science et qu'on fait pas grand-chose. On fait qu'écouter les gens. C'est pas un vrai métier, vous voyez. Hein, parce que finalement, est-ce que en lisant les réseaux sociaux, est-ce que vous n'êtes pas un peu un psy puisque vous écoutez les gens? On ne sait pas. Est-ce que finalement, est-ce que tout le monde n'est pas un peu un psychologue? Les études de psy, c'est juste des années où tu peux faire des soirées. Oui. Où tu rencontres d'autres Pas en jeunes. ce moment, du coup. D'autres jeunes pour te faire un réseau où tu Oui. peux faire des soirées. Ouais. Mais globalement, vous faites pas grand-chose. Ah si, attends, après, on signe une charte de confidentialité, on rejoint le mouvement des psychanalystes, et du coup, par de ce fait, on investit la société en interne et on fait du lobbying extrêmement fort, hein, parce que c'est bien Mais connu. en parlant de lobbying, parce que on parlait de Vidal et t'as oublié son projet phare, qui est de lutter contre le principal problème. L'islamo-gauchisme. Voilà, l'islamo-gauchisme. Mais oui, bien sûr, mais oui. Ah, parce que vous savez. Bon, alors oui, les étudiants, ils peuvent plus bouffer. Ils font la queue au resto, au Secours 4 et tout pour bouffer. C'est pas un triste. Mais c'est pas le principal problème. C'est pas le problème. Le principal problème, c'est les salafistes qui leur courent après sur le campus pour les Oui. circoncire de force. Voilà, c'est ça. Puisque vous le savez, comme nous, l'ingé son et moi-même, nous sommes à l'université, qui à la fac de lettres, hein, magnifique musique. Hein, tapez sur Google ou sur YouTube la fac de lettres. C'est incroyable, ça vous. Le rap de la fac de lettres. Non, juste la fac de lettres, juste la fac de lettres. Parce qu'il y avait eu un rap, c'était difficile, la fac de lettres de Nancy, ils avaient fait un rap, ça devait être Fédélor ou un truc comme ça. Non, mais Fédélor, c'est au feu, ça. Et du coup, oui, pour en revenir à l'islamo-gauchisme, comme vous le savez tous, hein, si vous ne venez pas voilé ou avec une distinction musulmane, eh bien, vous êtes chassé du campus par ce qu'on appelle les chasseurs de blancs, car c'est comme ça que ça marche dans les universités aujourd'hui. Mais je disais, vous avez déjà été circoncis de force 4-5 fois chacun. Ben oui, c'est ça. Ben oui, exactement. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Évidemment, il faut faire une prière à Allah tous les jours vers midi. Hein, c'est important parce que c'est comme ça que fonctionne l'université. C'est surtout la fac de lettres, parce que la fac de droite, heureusement, tout se passe bien parce qu'ils ont un service d'ordre au top qui s'appelle le GUD. Ben voilà, oui. Alors là, c'est l'inverse. C'est tout. Les blancs et pas rien d'autre, hein. C'est vraiment, vous voyez, c'est le lait quoi, c'est tout. Il y a un videur à l'entrée avec un stand de pinard et de cochonailles. Donc là, si tu goûtes pas, il te laisse pas rentrer. Et du coup, toutes les sciences. Du coup, notre cher Frédéric Vidal, évidemment, ce qu'on vient de raconter est faux. S'il vous plaît, ne tweetez pas ça, sinon vous allez passer pour un ahuri ou un fou. Mais sachez que. Mais si vous croyez à ça, sachez que vous pouvez peut-être accéder au chèque psy pour parler de ces problématiques-là pendant 3 séances. Donc du coup, bougez-vous. Eh bien, Frédéric Vidal, qui est une biologiste à la base, hein, qui a une vraie thèse, qu'elle a probablement eue en parlant de choses très intéressantes comme les escargots ou je ne sais quoi, eh bien, a décidé de se lancer en porte-parole, en porte-étendard de la lutte contre les SHS, donc les sciences humaines et sociales, et notamment la sociologie.
Ah oui, parce que la sociologie, ça a toujours été un débat énorme chez nous. Ça fait criser notamment certaines branches de la sociologie comme les bourdieusiens, certaines pensées philosophiques comme ceux proches de Foucault, les Foucauldiens, etc., etc. Et du coup, de par son titre de biologiste, elle sait critiquer toutes les sciences et notamment la sociologie, puisque finalement, quand vous êtes expert dans une science, vous l'êtes dans toutes, bien connu. Et du coup, elle s'est dit qu'elle allait lutter contre ça. C'est pas exactement comme ça que ça marche. C'est-à-dire que si t'es expert dans une vraie science, t'es expert dans toutes, mais t'es surtout plus expert en sociologie, par exemple, que les sociologues. Ah oui, bien sûr. Parce que tu comprends comment fonctionne le monde social. Parce que t'as un QI Énorme. énorme. Sinon, tu pourrais pas avoir doctoré dans une vraie science. Ah oui, si vous saviez combien ils ont de QI les docteurs en biologie, pas en sociologie, ils sont à 70. Hein. Non, en biologie. Alors que les gens qui se font chier ah ouais, non. à faire 8 ans d'études pour savoir là, on vit dans une société, Ah oui. alors qu'il suffit de regarder d'eux-mêmes avec le Joker C'est vrai, pour le savoir, bah, en général, oui, ils ont le niveau cognitif d'un enfant de 8 mois. à peu près. C'est à peu près ça ce que montrent les dernières recherches en biologie. Et du coup, oui, donc... C'est d'autant plus savoureux venant de moi parce que j'ai fait une L1 de sociaux, j'ai fait 3 semaines en L2, puis j'étais en mode oh non, ça va être trop de taf. Au revoir. Et oui, 40 travail, hélas. Et du coup, en fait, on a cette attaque qui est notamment portée par la droite conservatrice, enfin, si elle n'est pas conservatrice, je sais pas ce qu'elle est, française, et notamment une partie de la droite radicale, voire de l'extrême droite, qui, depuis des années, fustige cette islamo-gauchisme, qui est une conception complètement erronée, qui n'existe pas dans le champ social et dans le champ politique, nulle part, c'est-à-dire même dans aucun pays. À l'heure actuelle. Non, c'est assez bluffant parce que tu vois le glissement langagier islamo-gauchiste, il y a même 3 ou 4 ans, tu voyais le terme islamo-gauchiste que dans des publications d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Moi, je l'avais jamais entendu ailleurs. Et c'était genre, tu sais, les connards qui font des chartes graphiques pour montrer qu'il n'y a que 3 degrés de connexion entre Usul et les frères musulmans. Exactement. Et ou Daesh. En fait, c'est une théorie, c'est une thèse complotiste venue de l'extrême droite et de la droite radicale dans son ensemble, c'est par là la droite, dans son ensemble, qui suppose du coup en fait qu'il y a des connexions très fortes entre les universitaires qui font des SHS et des réseaux pro-islam qui voudraient de l'islam politique, enfin tous ces fantasmes. Pour mettre tous leurs ennemis dans le même panier, et ce qui est pas un truc récent, parce qu'à l'époque on avait le judéo-bolchevique, le judéo-bolchevisme, ouais. Et je sais pas, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est une vision faussée, mais en effet je pense que pour des raisons peut-être structurelles, il y avait pas forcément une majorité, mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même pas mal, par rapport à la proportion qui sont dans la population globale, de juifs dans les mouvements socialistes, et ça variait selon les pays, mais là, pour les musulmans et le gauchisme, je sais même pas si tu pourrais faire une corrélation, même vague. Non, pas tellement. En fait, comment dire, l'islamo-gauchisme... Puis le judéo-bolchevisme, Karl Marx était juif, donc les nazis, oui. Du front, ça allait assez vite de faire des connexions douteuses, quoi. Oui, voilà, il y avait, en fait, il faut bien comprendre que les SHS, et notamment la sociologie, mais aussi la psycho, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est épargné par ça, apporte un regard critique sur nos modèles sociaux. Or, les gouvernements et les institutions, plutôt dans leur ensemble, n'aiment pas trop ça. C'est-à-dire aller décortiquer les institutions, comment elles fonctionnent, comment elles réagissent, et comment elles font face à des crises et comment elles répondent à ces crises. Et face à ça, en fait, à cette peur un peu que l'institution faiblisse face à des travaux universitaires, il y a cette attaque frontale. Oui. Contre les universitaires eux-mêmes. Et ça, à la limite, c'est le travail de la sociologie, des sciences humaines depuis toujours, ce que tu viens de décrire, mais il y a une particularité peut-être récente, c'est que les travaux critiques de la race sont plus présents, ou en tout cas on en entend plus parler, et c'est peut-être aussi ça qui nourrit la peur du gouvernement, de dire peut-être qu'ils vont montrer, peut-être qu'ils s'intéressent un peu trop près des bails racistes de l'État français, il faut vite qu'on leur tape dessus, tu vois. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les études post-coloniales, donc ou décoloniales, qui sont en fait c'est vraiment une petite minorité. Je sais pas la différence entre les deux. Moi, je suis pas spécialiste de ça, mais en gros, les travaux là, c'est une petite minorité, les travaux de sociologie et de SHS en général, qui s'intéressent du coup en fait aux structures, aux institutions qui ont gardé un passé colonialiste, et notamment en France, qui est quand même un passé inavouable, dont on a beaucoup de mal à traiter,
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on en parle, on nous ressort toujours la même chose. Oui, mais les hôpitaux, les écoles, D'ailleurs, je sais les même routes. pas à quel point il y en a plus maintenant. Il y avait eu le débat avec le bouquin de Beau et Noiriel, là, où ils avaient dit on parle plus que de ça. Oui, ce qui n'est pas vrai du tout. Je sais pas, moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que j'ai pas lu le bouquin, j'ai pas lu leur article. Et avant, j'en ai entendu parler que en bien, surtout de Noiriel. Mais je sais pas si c'est tant que ils sont plus présents maintenant, les travaux critiques de la race à l'université, ou si c'est juste que ça filtre plus dans le débat public via Twitter, via le fait que les jeunes générations s'emparent pas mal des critiques du genre, de la race, etc. Ou s'il y a vraiment plus de recherche, ça serait intéressant à chercher ça en vrai. Ce qu'on constate statistiquement, c'est que c'est une petite minorité. C'est-à-dire que c'est encore un champ social à explorer, un champ de recherche à explorer, qui n'est pas du tout exploré très peu en France, qui l'est plus dans certains pays. Et c'est encore une petite minorité qui, en effet, passe mieux, puisque le filtre, il y a un filtre un peu moins serré, de par les jeunes générations, en effet, qui s'investissent dans ces problématiques-là. On a vu notamment avec le mouvement Black Lives Matter qui est arrivé en France par la figure d'Assa Traoré, si je ne me trompe pas, qui a fait un peu figure de proue de ce mouvement-là. Donc on voit en fait que les jeunes générations, dont on fait partie d'ailleurs, sont intéressées par ces questions-là, et du coup je pense que c'est plus une question de filtre. Hein. Alors après, ça, pas une c'est question statistique. Ça, c'est du jugement à la louche, hein, ça n'a aucune valeur scientifique. Bon, de toute façon, on a dit qu'on faisait un podcast de pilier de comptoir, donc on s'en tape un peu. Plus. Mais c'est vrai. On a un comptoir très beau. Mais l'été dernier, là, quand il y avait eu les manifs contre les violences policières, j'étais allé à une, et c'est vrai que t'avais beaucoup de jeunes. Oui, tout à fait. T'avais des vieux aussi, mais c'était beaucoup des jeunes, et des jeunes qui, je pense, c'était peut-être une de leurs premières manifs. Oui, je pense qu'il y a un truc générationnel assez fort. Oui, tout à fait. Et puis en plus, le confinement a créé aussi cette notion c'est-à-dire de l'institution qui vient s'immiscer littéralement chez nous, hein, dans notre mode de vie, dans notre monde social. Et du coup, les jeunes qui sont issus des mouvements migratoires et qui sont populaires, qui ont énormément de difficultés, etc., de par leur environnement social, ont plus vu des flics qui leur ont plus mis des amendes, qui leur ont plus fait chier qu'à l'accoutumée, puisqu'ils avaient une double raison et un double pouvoir, puisque maintenant ils pouvaient littéralement agir sur la présence dans la voie publique de gens. Et quand je dis jeune, c'était pas parce que nous on est relativement jeunes, vous plus que moi. Oui. Mais t'es vieux, toi. Ah, moi je suis vieux, je suis un vieillard. Fini, le boomer, hein. Pardon. Mais quand je dis jeune, ouais, ça avait l'air d'être beaucoup, je sais pas majoritairement, mais beaucoup des lycéens même. Pas juste des vingtenaires, trentenaires. Quand je dis jeunes, je parle d'adolescents ou de jeunes adultes. Les lycéens, c'est intéressant aussi, puisqu'ils ont eu des mouvements sociaux très forts et ils se sont fait réprimer de façon extrêmement violente. Moi, je pense notamment à Paris, mais ça ne s'est pas passé qu'à Paris, par les policiers, hein, quand même, on le rappelle, par les flics. Les gamins qui étaient, on le voit d'ailleurs dans le super film documentaire de... Une classe qui se tient sage. Oui, c'est ça. Et film, c'est Un pays qui se tient sage, et les flics, ils avaient dit, ah voilà, une classe... David Dufresne, merci. Voilà. Donc il y a un super film, voyez-le, je crois qu'il est disponible en VOD actuellement, et donc ou juste dans des plateformes sympas. Et donc juste pour finir sur... pour expliciter l'anecdote dont on parle, c'était les jeunes qui à Mantes-la-Jolie s'étaient fait mettre à genoux, les mains derrière la tête, comme des prisonniers de guerre par les flics. Et le flic qui filmait ça, ou un de ses collègues avait dit « Ah, ça fait plaisir de voir une classe qui se tient sage. » Voilà, en référence à ça, le film de David Dufresne sur les violences policières s'appelle Un pays qui se tient sage. Voilà, c'est ça. Qui est, voilà, faut vraiment aller le voir. Faut des tripes un petit peu, parce que c'est quand même un film documentaire qui est parfois très violent, qui est cru et qui montre, puisqu'il y a une partie vidéo, c'est-à-dire une partie où on montre les violences, les exactions qui sont faites pendant les manifestations, et il y a une partie interview un petit peu avec des intellectuels et des gilets jaunes, et des mères je crois que c'est que des mères d'ailleurs de ces gamins de comment tu disais, je sais plus le coin, c'est à Mantes-la-Jolie, voilà, donc des journalistes, enfin bref, il y a une partie interview avec différentes personnes qui ont vécu d'une façon ou d'une autre ces violences policières dans une période très courte, c'est-à-dire la période des gilets jaunes. Moi, je l'ai pas vu, ça a l'air super intéressant comme film, mais je l'ai pas vu parce que quand il est sorti au Cinoche, j'étais pas spécialement en forme et je me voyais mal aller me farcir 1h30 d'extraits de violences policières. Mais c'est très intéressant, franchement, voyez-le, il y a des super intellectuels, il y a Damasio. Voilà. Damasio s'est invité... C'est un auteur de SF, c'est un romancier de SF. Oui, voilà. Il y a des sociologues, il y a des historiens, il y a une AS, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui ont tous... Il y a Taha Bouaf, je prononcerai très mal son nom de famille, c'est terrible.
Je crois que c'est juste à Abu Hafs. Bah voilà, le journaliste qui a révélé l'affaire Benalla, merci, c'est lui qui avait montré les premières photos de Benalla déguisé en flic. Bref, il y a Et qui beaucoup de était gens. récemment en procès contre les flics pour la énième fois, donc force à lui. Voilà, ouais. Mais de toute façon, David Dufresne, le taf qu'il fait, parce qu'en fait, il faisait du travail notamment sur Twitter. Je crois qu'il avait le compte Allo Place Beauvau. Allo Place Beauvau, tout à fait. Qui Où, signalait les violences Il policières. signalait à chaque fois et il faisait un travail énorme de recensement des violences policières pour essayer de leur donner de la visibilité. Donc c'est quelqu'un qui Tout fait à fait. un travail. Et qui fait très peur d'ailleurs très au utile. gouvernement, qui fait extrêmement peur. Et en fait, pourquoi on parle de... Vous allez me dire, il n'y a pas de lien entre les violences policières et l'islamo-gauchisme. En fait, il y en a un. C'est la radicalisation de nos institutions et du coup, a fortiori, du pouvoir politique actuel. C'est-à-dire en fait qu'on constate, et on s'en doutait un peu avec la crise du Covid-19, que lorsque un État est en crise de façon extrêmement importante, c'est-à-dire que toutes ces institutions sont gelées par une crise absolument violente qui révèle toutes les fractures que les institutions n'ont jamais voulu voir et ont mis sous le tapis, eh bien, les institutions sont obligées de réagir de façon extrêmement ferme et violente. Et c'est ce qu'on constate de plus en plus. C'est-à-dire la crise des Gilets jaunes, ça a révélé énormément de problèmes institutionnels et ça a révélé aussi tout le pouvoir qu'avait la police, c'est-à-dire tout son pouvoir de violence sur le corps et sur l'esprit. Et sa capacité à se déployer extrêmement vite dans le champ urbain pour faire des dégâts absolument dramatiques. Mais ça a aussi révélé la pauvreté qui frappe, je pense qu'on peut le dire, une énorme partie des citoyens français qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Et du coup, en fait, on voit en fait que ces champs sociaux sont en crise et que les institutions le sont. Et c'est... Castex, il disait que les institutions... Tu vas dire. Pourtant, hier, Castex, chez Samuel Etienne, disait que les institutions ne devaient pas être changées, qu'elles fonctionnaient très bien en ces temps de crise. Bien sûr, puisque il est issu de cette institution. Surtout Castex, toute la classe politique sont nés dans ces institutions, ont vécu dans ces institutions, ont appris les institutions. On rappelle Sciences Po, l'ENA, tout ça, c'est des institutions étatiques de pouvoir qui sont très importantes, qui sont très bien vues, et il en tire profit. Puisqu'il est dans l'institution la plus puissante, il est Premier ministre, donc chef du gouvernement, donc dans le gouvernement, il est dans l'institution la plus puissante, qui soit le pouvoir exécutif, donc la capacité de donner des actions et donc de changer le pays, et forcément qu'il va la protéger, puisqu'il est dedans, en fait. Vous voyez, c'est toute la particularité du travail des institutions, c'est dans la structure de comment est structurée une institution, c'est que les personnes à l'intérieur des institutions, et notamment quand elles en sont à la tête, protègent l'institution à tout prix. Et c'est pas forcément, il ment pas forcément. Je suis pas fameux au Licard, je sais pas si quelqu'un ment ou si quelqu'un dit la vérité. Par contre, je sais qu'une chose, c'est que l'institution a cette particularité qu'elle se cache extrêmement bien lorsqu'on rentre à l'intérieur. C'est-à-dire en fait qu'elle ne montre pas toutes ses particularités, et notamment elle ne montre pas ses crises. Vous voyez, c'est un peu la tour de Pise. La tour de Pise, elle est penchée extrêmement. Sauf que quand on est à l'intérieur, on peut pas rentrer à l'intérieur, mais quand on est à l'intérieur, on ne voit pas cette problématique-là. Et je suis pas sûr en fait qu'il voit véritablement à quel point les institutions s'écroulent une par une et que la seule réponse qui soit pour qu'elles tiennent, pour qu'elles survivent, c'est la violence. Je pense qu'il y a un double truc, et donc je vais essayer d'aller vite. Je pense qu'il y a un double truc qui explique la montée et de ces rhétoriques à base d'islamo-gauchisme et du raidissement autoritaire du pouvoir, c'est que ça tient à la fois au néolibéralisme en tant que phase du capitalisme, c'est-à-dire c'est une phase du capitalisme où on dit le compromis social c'est nul, l'État-providence c'est nul, nous ce qu'on veut c'est racler et donner du blé et flexibiliser la société. Les pauvres c'est nul. Et donc avant, comment est-ce qu'on faisait pour acheter un petit peu le calme ? On filait de l'argent aux gens en fait, tout bêtement, on augmentait les salaires quand il y avait trop de grèves, trop de manifs, on lâchait du lest. Le néolibéralisme il peut pas lâcher du lest parce qu'il est vraiment configuré pour dire non on passe en force et on fait ce qu'on veut. C'est ça. Et donc, vu qu'il a aucune option, on va dire, de conciliation, il va aller dans le raidissement autoritaire, c'est-à-dire la militarisation, la police de plus en plus présente, la création de nouveaux corps de police. Là, il y a encore un nouveau corps de CRS qui a été créé. Des drones. On veut des drones. Drones. Et d'ailleurs, ça c'est aussi une particularité de chez nous. Moi, quand j'entends je suis beaucoup de trucs de politique américaine, et quand ils parlent des flics français, ils sont vraiment en mode de la répression des manifs en France, c'est des tarés, ils ont des armures de Robocop. Chez nous, c'est particulièrement bourrin. Oui. Et ça l'a toujours été d'ailleurs. Donc voilà, le néolibéralisme, il peut juste mettre plus de flics et essayer d'amener le débat sur un autre terrain qui va être essayer un petit peu de rafler
les préoccupations d'extrême droite à base de regarder les islamo-gauchistes, la culture française, l'identité, essayer de L'identité calmer nationale, c'est la question qui omnibule en ce moment les médias. Vous lancez Vu qu'il chaque peut pas aller dans le info. social, il va aller plutôt à l'inverse, vers Non, il peut l'extrême pas. droite. Et le deuxième truc, c'est que je pense que ça tient à la position de Macron, qui a essayé de se faire élire comme entre les deux, mais qui est encore plus grillé à gauche qu'à droite. Toute sa gauche le déteste et le voit vraiment pour ce qu'il est, c'est-à-dire un politicien néolibéral, Un despote un peu quand même, par un- certains aspects. un despote autoritaire et ultralibéral, enfin voilà. Et donc, il essaye de faire du pied à sa droite. Il y avait quelques années, il avait déjà été voir les cathos anti-avortement. Bien sûr, oui, il laisse la PMA, n'importe quoi. Oui, il laisse la PMA dans le coin et il protège la manif pour tous, c'est-à-dire il les laisse intervenir dans la rue, dans le champ social. Donc on voit, oui, bien sûr. Là, qu'il- il fait du pied ouais. aux racistes. Et je pense que c'est même pas tant par conviction. Non. Moi, je pense pas que ce soit un fasciste convaincu. Moi, je pense que c'est vraiment, et c'est limite pire, de l'opportunisme politique. Il n'y a rien à chercher à gauche, on va essayer de ratisser large à droite, quoi. Exactement. Et oui, c'est ça en fait. Et il y a une chose très intéressante en fait dans le néolibéralisme, c'est-à-dire le néolibéralisme, il est là pour détruire les institutions sociales, c'est-à-dire vraiment les détruire en son sein, hein, vraiment. Donc en fait, les institutions répondent par la violence, mais en même temps, elles se font bouffer de l'intérieur. Donc il y a un aspect un peu cannibalistique hein, quand on voit nos institutions qui se font ronger de l'intérieur et qui en même temps renvoient de plus en plus de violence et qui ferment de plus en plus la porte. Tout en niant le fait en fait accompli. C'est-à-dire quand on voit Emmanuel Macron dire qu'il n'y a pas de violence policière, on le voit avec le ministre de l'Intérieur, bref, voilà. Ces ministres de l'Intérieur, parce qu'il en a eu plusieurs, on le voit en fait, il y a un déni total des problématiques des institutions qui sont complètement... c'est la poule dont on a coupé la tête, hein. Vraiment c'est littéralement ça, ça continue à courir, mais dans une direction, c'est droit dans le mur. Et c'est ce qu'on constate en fait. Et ce déni qu'a Castex, mais ce déni qu'a toute la classe politique dans son ensemble, puisque quasiment aucun parti politique et aucun politicien ne parle de véritablement changer. Bon, il y a à part l'AFI qui veut changer, passer en 6ème République. Il y a un déni total que notre République, notre Constitution ne fonctionne pas, n'est pas fonctionnelle ni en situation de crise, ni en situation normale, puisque les Gilets jaunes sont arrivés dans une situation où il n'y avait pas le Covid-19. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est que la 5ème République aurait dû mourir avec De Gaulle, et qu'elle est encore en vie, et que depuis que De Gaulle est décédé, depuis que De Gaulle a quitté le pouvoir, même si en fait déjà en 68, elle aurait déjà dû disparaître, c'est la poule dont on a coupé la tête. Ouais, qui continue de courir. Qui continue de courir, et dont on le voit. On voit les politiques, c'est-à-dire que l'État-providence, qui avait été un long combat, notamment de la gauche française par le PC, mais par aussi toutes les branches de gauche française. La CGT, le mouvement ouvrier en général. Voilà, le mouvement ouvrier a complètement été détruit et il ne reste plus qu'une bride en fait de ce qui était à la base l'État-providence. Et en fait, détruire l'État-providence, c'est détruire l'État. Et on constate du coup que comme l'État détruit sa propre nation, les problématiques identitaires nationalistes reviennent à la charge. Ouais, détruire l'État et détruire plutôt détruire, on va dire, la partie carotte de l'État. Oui, bien sûr. Tout en gardant le bâton et en renforçant le bâton, en passant toujours plus de lois, comme la loi récemment, là, qui disait qu'on n'avait pas le droit de filmer les flics, qu'on avait le droit qu'on allait bientôt être surveillé par drone, c'est ça aussi? Il y avait ça dans le projet. Oui, parce que c'est interdit pour le moment. Dans le projet. Donc ça autorisait la surveillance par drone. Donc en fait, toutes les fonctions régaliennes de l'État sont renforcées, mais son aspect État-providence, on essaie de l'amputer parce que c'est des choses qui ont été imposées par un PCF, une CGT et tous les autres mouvements de gauche. Je cite cela parce que c'était en termes de nombre les plus importants. Puisque je suis un CGTiste convaincu, ça on le sait. Martinez dans ton cœur. Secret, non. Mais ouais, donc il y avait un bloc ouvrier qui était capable d'imposer cet État-providence, qui était capable d'imposer la Sécu, qui était capable d'imposer des avancées sociales, et aujourd'hui, à ce bloc, on voit ce qu'il est devenu. La CGT, il y a encore du monde, mais c'est plus ce que c'était à l'époque. Le PCF, en termes de monde, c'est devenu relativement ridicule, et donc c'est aussi pour ça, tout bêtement, la force qui poussait vers le progrès social, elle ne pousse plus, donc eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on va pousser dans l'autre sens à fond, tout bêtement.
Oui, c'est ce qu'on constate finalement, et c'est pareil dans tous les pays occidentaux. On constate un peu cette violence de un peu retour en arrière, c'est-à-dire de conservatisme complètement débridé, à fond la caisse, et qui nie les conventions sociales jusque-là acquises par la classe Mais ouvrière. après, nous, ce qui est cool, c'est que on est et on commence à militer à la bonne période, on va dire. Parce que depuis la loi travail, je dirais, il y a quand même un regain de plus en plus de manifestations, avec des nouvelles formes de manifestations, dont on peut penser ce qu'on veut, mais qu'on mérite de montrer qu'il y a des gens qui se réintéressent, qui se réinvestissent, etc. Donc il y avait eu Nuit debout, il y a eu les Gilets jaunes. Le lit debout, ouais. Ouais, mais non, mais c'est pour ça que je dis on peut en penser ce qu'on veut. Moi, Nuit debout, pour moi, c'était des étudiants et des profs et des petites professions intellectuelles urbaines qui faisaient leur petit moment de on va faire un caprice. Mais toujours est-il que ça a été un mouvement de résistance à des avancées libérales. C'est des gens qui se sont repolitisés, enfin qui faisaient un caprice. C'est pas ce que je veux dire, mais disons que moi, je regarde ça avec mon œil de marxiste. Je trouve que la composition sociale du mouvement et la forme que ça a pris, c'est un peu rigolo quand même. C'est pas faux. Mais ça a eu le mérite d'exister, et c'est quand même un truc, c'est un moment de repolitisation dans notre paysage politique, et on n'est plus dans cette longue décadence de l'opposition de gauche, cette longue décadence du PCF qui se casse la gueule dans les années 80, des syndicalistes qui arrivent de moins en moins à imposer leur agenda, et là, on est plutôt dans un truc où il y a des nouvelles personnes qui débarquent et puis qui se disent bah il y en a ras le cul, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a eu Nuit debout qui était pas ouf mais qui a eu le mérite d'exister. Il y a eu les Gilets jaunes qui étaient déjà beaucoup plus agréables à regarder de notre point de vue. Et je pense que ça va faire que de continuer dans cette direction, c'est-à-dire qu'il va y avoir de nouveaux mouvements, les mouvements qui existaient déjà vont se renforcer. Moi, une fois, j'avais été coller des affiches pour la CGT. Les gens avec qui je discutais, c'était quasiment que des gens qui s'étaient syndiqués dans l'année ou l'année d'avant parce qu'ils commençaient à se rendre compte qu'il fallait commencer à se bouger le cul, etc. Et je pense qu'il y a vraiment... les générations qui arrivent aussi sont beaucoup plus politisées. Je sais pas si tu te souviens, quand on était allé voir Frio à Vendeuvre. Oh là là, c'est vieux. Il y avait un gap d'âge. C'est-à-dire, il y avait, grosso modo, quasiment personne entre 30 et 60. Oui. Il y avait des jeunes et des vieux. Parce que la génération qui est entre les deux, c'est moi je pense que c'est un signe. Tu peux pas baser toute une sociologie de génération sur la salle, les 70 connards qui sont venus voir Bernard Friot parler de Salaire à vie à la salle des fêtes de Vendôme. Ça ferait une super thèse. Mais moi je pense que c'est un signe qu'il y a eu une génération qui était pas très politique, qui était pas très entre les vieux communistes et puis les millennials de maintenant qui s'intéressent à beaucoup de causes sociales, y compris au communisme et à l'anarchisme. Et je pense que tous ces trucs, ça fait qu'on peut espérer le meilleur en termes de mouvements sociaux pour les décennies qui viennent. Foutre le feu aux institutions. Puis même Nuit debout, si tu regardes, il y avait eu à ce moment-là, tout le « on vaut mieux que ça ». On vaut mieux que ça, mine de rien, c'était cool. C'était des gens qui se réunissaient sur un hashtag pour parler de conditions de travail, pour parler d'aliénation, etc. Donc bon, Nuit debout, on est un peu sévère, mais mine de rien, il y a eu des trucs à ce moment-là qui se sont faits, qui étaient cool. Bah, on part quand même d'une période, donc les années 80, 60, ça a commencé en 70, mais 80 surtout et 90, qui a été mais c'était la rincée du capitalisme, quoi. C'est-à-dire tout le monde, la valeur travail, les riches qui étaient prônés en espèce de messie, c'était insupportable. Là, pareil, la dernière fois, en discutant avec un autre gars de la CGT à une manif de livreurs, il me disait que lui, il avait commencé à militer en 81, je crois. Et je me disais, mais le pauvre, c'est horrible. Nous, notre âge fait qu'on commence à militer à une époque, comme je viens de dire, où il y a plein de trucs qui se reconstruisent. Tu commences à militer au début des années 80. L'horreur. Il faut être patient, puis il était toujours là, le gars. Donc force à lui. Mais l'horreur, oui. tu commences à militer au début des années 80, tu vas bouffer 30 ans de rien, et 30 ans de défaite, et 30 ans de régression. Enfin... Ah oui, ça a été la rincée du quelle capitalisme. horreur, hein. Ah non, mais vraiment, faut voir le truc, quoi. C'était horrible, hein. On vend ça comme les meilleures années, mais c'est les meilleures années pour le capital, hein, clairement, pour personne d'autre, hein. Ça a été une horreur, une défaite sur défaite. Et Là, ça a été, il y avait un article de Jacobin sur Margaret Thatcher qui disait que non, elle a pas sauvé l'économie américaine, c'est juste que les riches étaient plus riches. Anglaise. Mais oui, la société anglaise, c'est juste que les riches étaient plus riches. Et ça, c'est un argument qu'on entend souvent sur le néolibéralisme, mais eux, ils allaient vraiment dans le détail et ils montraient que explosion du taux de chômage, de la précarité, crise du logement, tous les indicateurs, je crois qu'il y a même une chute du PIB, étaient
à la baisse, sauf la fortune des plus grosses fortunes. Donc il joue sur le PIB. Et d'ailleurs, le meilleur bilan que Margaret Thatcher a pu avoir, c'est qu'elle est morte et qu'elle l'est toujours. Et elle le restera toujours. Elle le restera. Et ça, c'est son plus beau bilan. Quoi finalement. qu'il arrive, Son bilan de santé final. quoi qu'il arrive, il nous restera toujours le fait que chaque minute qui passe, c'est une minute de plus où Margaret Thatcher est morte. Avec Reagan. Et ça, Et Reagan aussi. c'est un bonheur sans fin. Voilà. Et bientôt Donald Trump. Ouais, oui. C'est vrai que lui, il a l'air bien parti. Enfin, quoique, on verra bien. D'ailleurs, c'est intéressant puisque les médias français continuent à en parler dès qu'il fait une intervention publique. Donc, il y a quand même un intérêt certain pour le Trump. Eux qui disaient les Américains sont cons, ils sont débiles, ils votent n'importe quoi. Ils ont quand même un certain attrait pour ce personnage. Mais je pense que là, c'était du pain béni. Pour plein de gens. De ouf. C'était du pain béni pour plein de gens, Trump, et en particulier pour ceux qui disaient le détester. Parce que si tu regardes les gens, donc là, grosso modo, ouais, les gens dans les médias, dans la culture, les acteurs, qui disaient détester Donald Trump aux États-Unis, bah qui le détestaient vraiment, mais ça, ils ont des raisons légitimes. Hein. Nous, on le déteste aussi. C'est pas du tout une défense de Donald Trump ce qu'on fait. Le Trump. Mais c'était des gens auxquels ils donnaient l'occasion de vendre du papier, l'occasion de pondre des éditos en mode il y a la fin du monde, il y a Donald Trump, et l'occasion d'avoir l'impression d'être des résistants juste parce qu'ils n'étaient pas Donald Trump. Ce qu'avait fait Macron contre Marine Le Pen chez nous en 2017, c'est-à-dire Macron c'était l'antifascisme, c'était quasiment un anarchiste espagnol qui tirait sur un franquiste. Non mais on en était là quasiment. Et là ils nous le ressortent quand les gens de gauche disent on votera plus Macron, ils disent quoi, mais vous refusez de faire le geste antifasciste par excellence qui est de voter pour Emmanuel Macron. Mais surtout qu'ils sont vachement, enfin il y a quand même un côté comment dire ça, ils sont très confiants chez l'AREM puisqu'ils sont persuadés que leur candidat, leur poulain, va aller au second tour. Et moi, j'en suis pas si sûr que ça quand même. Hein. Alors, moi, d'habitude, j'aime bien faire des pronostics. Ouais, on va pas en faire cette année, mais bon. D'ailleurs, je rappelle que sur les élections présidentielles américaines, c'est moi qui ai gagné. Ouais, non, mais mon cheval, il a fait n'importe quoi. Non, mais mon play. cheval, il a pété un délire sur les votes. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je suis fair play. Oui, bah oui. C'est parce que les votes étaient truqués, c'est ça ? Non, mais il a pété une pile. Il s'est dit, ça y est, maintenant c'est les votes. Théo, il a pris l'avion Déçu. pour aller faire l'assaut du Capitole juste pour pas avoir Je perdu voulais son mettre pari. mon Mais ouais, donc moi d'habitude j'aime bien faire des paris. Là j'avoue que pour 2022, pour l'instant j'en ai aucun. Je sais pas si Macron va faire 3% ou s'il va être réélu. Je sais pas si Marine Le Pen sera même pas au second tour, pareil, ou si... Bah, je sais pas. moi, ce que je constate, c'est les municipales. Bon, je sais pas si t'as vu les résultats de la REM aux municipales. Bah c'était ridicule. Ah ouais, combien ? C'était moins de 5%, non ? Ouais, moins de 5, 2,2%. Ce qui n'est pas énorme, hein, on peut le constater. En fait, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils savaient que c'était une défaite. Ils le savaient puisqu'ils ne voulaient pas compter les votes par parti. Ils voulaient inventer un truc incroyable. Le Sénat a dit c'est mort, surtout que le Sénat est à droite, et que généralement ils raflent énormément de mairies pendant les municipales, hein, puisque la droite est très investie dans le milieu local, hein, les LR je parle, hein, donc vraiment la droite classique, avec l'UDI un peu, enfin toute cette droite centriste. Donc ils sont très investis au niveau local, et du coup c'est très bien pour eux, puisque ça leur fait, ça montre à quel point c'est encore une puissance politique locale, même si au niveau présidentiel, ils sont en perte de vitesse comme tous les partis classiques en France, c'est-à-dire le PS, les LR, anciennement UMP, et le PC, mais ça, le PC, ça fait depuis les années 80. Et, donc ça fait un petit moment. Et même Europe Écologie Les Verts, mais après Europe Écologie Les Verts n'ont jamais dépassé les 10%. Et du coup, en fait, ils voulaient en fait absolument cacher les résultats. On les a eus quelques mois après. Et en fait, on constate trois choses. La première chose, c'est que la REM a fait un résultat absolument terriblement nul, si bien qu'ils n'ont remporté aucune grande ville de France, aucune, zéro, rien, nada. Bon, Paris, ça a été rigolo. Alors, au début, c'était Griveaux, mais dick pic, donc au revoir Griveaux. Puis Buzyn, mais Covid, donc au revoir Buzyn, qui n'a même pas eu un siège à la municipalité. Et après, ils ont mis le Cador. Ils ont mis leur plus beau cheval. Ah, Villani. Ils ont sorti Villani. Ah, Villani, le matheux. Non, mais Villani en politique, non. Et au moins, on se marre bien avec lui, puisqu'il croit encore que c'est des mathématiques qui vont sauver le monde. Hélas, non. Puisque les mathématiques sont un outil et pas une science, désolé. Et du coup, voilà, donc ça a été une catastrophe. Bon, à Nancy,
notre chère municipalité, c'est voilà. Je pense que il y a eu un virement à gauche. Villani doit être coincé il vit la même timeline depuis qu'il a 8 ans, c'est-à-dire depuis le moment où à 8 ans il s'est présenté pour être délégué de classe en se disant j'ai les meilleures notes en maths, ils vont m'élire délégué de classe, et en fait c'est Steven qui avait fait gagner leur école primaire au tournoi de foot inter-école de leur ville, qui a été élu évidemment parce que personne n'en a rien à branler en politique Mais des est-ce qu'il avait mathématiques. déjà sa petite araignée là? Et il vit ça depuis toujours. Mais Quelle c'est ça, araignée. mais oui, c'est ça. Mais là, c'est ce le qu'il a truc, refait. là, Il a dit la je suis veste. meilleur en maths, les gens ils vont m'élire, mais personne n'a voté pour lui. Mais tout le monde s'en fout des maths. Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre? Non. Ah, voilà. À Super. part les mathématiciens. Ouais, bah super, ils sont Et combien en encore France faudrait qu'on invite Benoît pour lui demander, mais moi je pense que même Benoît il s'en fout des maths alors qu'il est en master. Est-ce que tu veux voter Villani parce qu'il est bon en maths? Voilà, ce serait la question qu'on lui poserait. On fait un épisode de 2h30 sur la réponse de Benoît. Oh là là, bon, on n'a pas fini. Hein. Mais du coup, ouais, donc Villani, bon bah voilà, c'est pareil, Nancy ça a viré à gauche alors que notre magnifique Laurent Hénard, qui voulait foutre des caméras partout et des armes aux flics dans chaque coin de rue, a perdu, alors qu'on rappelle quand même que Nancy est une ville de droite depuis que la 5ème République existe, donc ça fait un petit moment. Et c'est pareil pour beaucoup de villes. Bordeaux est passé à gauche. Bordeaux, la ville de notre cher Alain Bah, Juppé. Poutou il est conseiller municipal ou un truc comme Poutou ça, est non conseiller municipal à Bordeaux, ce qui fait de Yes. Bordeaux la plus belle ville de France. C'est vrai. Philippe Poutou, maire de Bordeaux. Lyon, on en parle de Lyon. Notre cher ami Ah, Gérard Collomb, il s'est fait Collomb dégager. s'est fait massacrer parce qu'il était 3e quand même. Massacré au municipal, alors que Collomb a été maire de Lyon des années 90, je crois, à 2017, puisqu'il a quitté sa fonction pour devenir ministre de l'Intérieur, qu'il a quitté un an plus tard pour perdre la mairie. Sad. Et il est tombé en poussière d'ailleurs au moment où il a perdu l'élection. Oui, parce parce que- son âme oui. était liée. Oui, alors Ça, j'ai c'est ta théorie. Moi, je te j'ai laisse. une théorie. Parce que Gérard Collomb, ça fait 30 ans qu'il n'a pas changé de visage et c'est quand même très inquiétant. Et ni de morphologie, rien. Vous tapez Gérard Collomb il y a 30 ans, Gérard Collomb maintenant, c'est la même gueule. Moi, ma théorie, c'est qu'en fait, Gérard Collomb est un vampire, puisqu'il ressemble vachement à Nosferatu. Je parle du film des années 30, c'est vraiment le même gars. Il est dégueulasse à souhait, il fait peur. Et il dit des trucs des fois qui n'ont pas de sens. T'as l'impression qu'il parle une langue qui n'existe plus depuis des siècles. En fait, il lance juste des sorts en latin. Voilà, il Tout le sort- monde pense qu'il a de la démence sénile, il lance Ouais. des sorts en latin. Et il fait très très peur. Et du coup, moi, ma théorie, c'était qu'en fait, il était. Alors, moi, j'avais deux théories. Maintenant, c'est ma sous-théorie qui est plutôt confirmée. C'était soit qu'il était lié, son âme était liée à la municipalité de Lyon, et que s'il perdait la municipalité, eh bien, il mourrait, puisque son âme étant détachée du siège de maire de Lyon, eh bien, il mourrait. Ou sinon, là, c'est ma seconde théorie, il est rattaché au Vieux-Lyon, hein, parce que le Vieux-Lyon est connu pour avoir des petits. Facho est un lieu où il faut pas trop traîner quand tu es noir, gay, femme, arabe, enfin tout plein de trucs que les fachos n'aiment pas, c'est-à-dire beaucoup de choses. Donc je pense maintenant que c'est ça. En fait, il a enfermé son cœur, qui ne ressemble plus à grand-chose, au fin fond du vieux Lyon, à plusieurs centaines de mètres sous le sol, en plein centre du vieux Lyon. Donc si vous le trouvez, n'hésitez pas à l'écraser. Et quand il a perdu, donc ils sont allés le chercher dans sa salle de conseil municipal. Qui en fait, il y a son cercueil, parce qu'il C'est dort ça. dans le Il cercueil. était recroquevillé dedans en disant non, je sortirai pas. Ils Voilà. ont ouvert les volets et la lumière du soleil. Ouais. Vu qu'il était plus maire, parce que ça lui conférait une immunité contre la. Là- D'ailleurs, il sera dans Abraham Lincoln, chasseur de vampires 2. Deux. Ouais, Ah, dans c'est le bien. Et ça se passe à Lyon? C'est Abraham Lincoln, Vampire Hunter 2, Rise of Gérard Collomb. Super, j'achète, je veux voir ça. Du coup, qui a été pris par les Verts. Bon, Nantes a continué à être à gauche. Lille et PS, toujours. Je crois que c'est PS, Lille. Ouais. Marseille est passé à gauche, alors que je peux vous dire que le vieux baron mafieux qui avait à l'époque, qui était là depuis 30 ans, pareil, c'est le même type. Hein. Lui, il a enfermé son cœur au fin fond de la mer. C'est un requin qui a pris vie en forme humaine, ça fait très très peur. Qui d'ailleurs est maintenant dans des procès enfin tout un bordel incroyable. Il a perdu contre l'alliance, la première alliance PS, LFI, Écologie, PC, donc l'alliance des 4 grands partis politiques de gauche. D'ailleurs, la maire a dû quitter ses fonctions puisqu'elle a des problématiques de santé. Du coup, c'est son adjoint au maire qui a pris la mairie. Bref, toutes les villes de France, les plus grosses, ont été prises par la gauche, la totalité. Voilà. Évidemment, Hidalgo a regagné puisque finalement, les gens ont très très vite oublié les Vélib et ils se sont dit que Hidalgo face à Buzyn, bon, ou Rachida Dati, valait mieux Hidalgo. Mais pour les présidentielles, faut voir quelle gauche, hein, parce que si on se retrouve avec Hidalgo candidat de PS, je sais pas Bah, en tout cas, moi, si ça nous avancera à grand chose. j'ai pas de pronostic pour la gauche. Par contre, moi, j'ai un pronostic pour la REM.
C'est qu'ils se feront Ça va être, dégager. ça va être une Jospin. Bah, ça serait beau. Hein. Moi, ça va être une Jospin. Et je peux vous le dire, si il nous fait une Jospin. Donc ce que tu appelles faire une Jospin, c'est Emmanuel Macron, même pas au second tour, c'est ça? Bah, en fait, une Jospin, c'est deux choses. C'est être au top dans les sondages, arriver gagnant, c'est-à-dire limite, il fait pas ses valises. Tu vois, il est là en mode j'ai gagné. Arriver aux élections, pas passer le second tour, la tristesse, les pleurs. Je quitte la vie politique française, tout le monde crie et tout le monde l'oublie. Voilà. Ça, moi, j'appelle ça une Jospin. D'ailleurs, il a les mêmes caractéristiques que Jospin. Il a trahi la gauche. il a essayé de jouer avec la droite. Sauf que la droite a dit, bah moi, si je veux la vraie version, enfin, si je veux une version de droite, je prends la vraie version, donc je vote à droite. Et du coup, bah, il s'est retrouvé sans vote. Tristesse. Jospin, il faisait de l'entrisme au Parti Socialiste pour les trotskistes. Mais oui, c'est vrai qu'il était trotskiste en au plus début à la de sa base. carrière. Ouais. Emmanuel Macron, il faisait de l'entrisme au Parti Socialiste pour les banquiers. Voilà. C'est la même chose. Mais de l'inverse en fait. Non, Mais de après l'autre côté. il était très à gauche hein, parce qu'il avait été épaulé par un membre du PC à une époque, bref. Et enfin très à gauche pour le PC quoi. Voilà. Et du coup moi je suis persuadé qu'il va nous faire une Jospin. Et du coup s'il y a Jospin, s'il nous fait une Jospin, on se met une mine. On fait ça parce que moi On fait un sincèrement, épisode bourré. Moi je m'en fous. Non, bah non, ça va finir comme Usul, sale histoire. On a C'est dit, vrai. Usul, il aura au moins le mérite de nous montrer que c'est pas une bonne idée de faire les épisodes bourrés. les gens de gauche ne peuvent pas être bourrés. On peut pas. Entre nous, on peut, mais pas devant des gens. Même si c'est 100 vrai que personnes. Les gens de droite. Bah, ils racontent déjà de la merde, tu fais pas la différence. Tu fais pas la Ils différence. parlent déjà comme des mecs bourrés. voilà, tu fais pas la mais moi différence. je l'aurais tué cette pute. Ah, Sauf qu'ils parlent avec une voix de mec sobre. voilà. Mais c'est tout, ils parlent déjà comme des mecs Voilà. bourrés. En fait, tu fais pas la différence, donc du coup, tu t'en fous. T'es en mode, risquent rien. je sais pas. Voilà, nous, on risque tout. Donc, on va éviter, mais par contre, oui, on se met une mine et on fera un épisode spécial. De toute façon, les femmes, ils se font violer. Ah Salope. non, on va éviter. Mais par contre, on fera peut-être un épisode spécial avec musique triste, Macron parti, SAD, et puis on lira des tweets des pro-Macron qui sont peut-être des bots d'ailleurs, on sait plus trop faire la différence maintenant. En mode très mais triste. En vrai, je suis en train de me dire, faudrait qu'on lise des tweets de droite avec une voix de mec bourré pour voir en fait si c'est juste que à chaque fois qu'ils parlent de politique, ils sont pas bourrés. Ça ferait une super expérience sociale. Je suis sûr qu'on va découvrir un truc profond sur la vie politique française. Que les gens de droite sont tous complètement En fait, arrachés. ils pensent juste comme des mecs bourrés. Tu me diras, le président du Sénat, c'est Gérard Larcher, et s'il a pas 3 binous cachés dans son siège, je sais pas comment il fait. C'est pas faux. Rappelons que Gérard Larcher a failli devenir président de la République. Bon, sinon, on a parlé de vampires. On peut faire une mini parenthèse sur la famille de vampires qui règne depuis 2000 ans sur le Royaume-Uni, Ah mais oui. dont on a appris récemment que non seulement c'était des vampires, Et en plus c'était raciste. mais en plus ils étaient racistes, Mais oui, la reine d'Angleterre. qui elle veut pas qu'il y ait des bébés trop foncés dans son entourage. Moi, ce qui me tue, c'est que je trouve que c'est pas juste qu'ils sont racistes, c'est-à-dire pour ceux qui voient pas taper Meghan Markle, moi il a fallu qu'on me le dise pour que je sache qu'elle était noire. Genre elle fait pas noire, tu vois, physiquement. Elle fait juste personne bronzée. Et tu te dis, le mélange de ça, plus leur fils qui est rouquin et qui est pâle comme un vampire, ils se disaient peut-être ça va être encore trop foncé pour nous. Et moi je trouve que c'est un Ouais. niveau de racisme qui est quand même assez impressionnant. Ah bah oui. Mais en fait, moi j'ai pas écouté l'interview de Oprah Winfrey avec... C'est genre si tu tends la peau de quelqu'un et que tu vois pas au travers, comme si c'était du cello frais, C'est pas bon, déjà c'est beaucoup refusé. trop noir. C'est refusé. Ça dégage, ça va à l'orphelinat ça. Et hop, on n'en parle plus. Mais du coup, moi j'ai pas écouté l'interview parce qu'elle est longue en plus d'Oprah Winfrey Ah, avec moi, je regarde pas une interview de la famille royale par ouais, Oprah Winfrey, le je suis pas prince Charles. masochiste. C'est ça, c'est les Charles ou c'est l'autre? Je sais Je sais jamais. plus. C'est le Charles? Attends, parce que c'est censé être notre... C'est le seul vrai journaliste. C'est lequel prince qui est marié avec Meghan Markle? C'est. Comment il s'appelle Harris. Le prince Harris. Ah, c'est le prince Harry. Bah, Oui, c'est c'est pas ça. le prince Charles du tout. Mais je crois que le prince Charles c'est le Mais non, vieux. c'est celui qui est super vieux. C'est celui qui est marié à Camilla, Oui, c'est le fils de la reine. Oui, qui est Gérard Collomb, mais quand il a perdu sa municipalité. Vous voyez. C'est Donc ça. vous voyez un petit peu la différence. Hein. Ça fait très très peur. Il fait vraiment peur cet homme-là. Et oui, donc j'ai pas écouté. Mais à part des ouin de riches, franchement, ok vu quoi. Mais non, mais On va avoir des problèmes sur Twitter après ce que j'ai. on va se faire clasher par le gars de l'autre fois. Ah putain. Non mais après voilà, moi je comprends, mais sincèrement je suis désolé. Hein. J'aime bien Oprah Winfrey, elle me fait rire. Non, moi c'est je quelqu'un comprends qui- pas. C'est que les Et on gens va aller qui- chercher sa thune comme tout le monde. Hein. Voilà, c'est ça. Les gens qui disent ah non, mais vous avez pas de. En plus,
J'y ai repensé parce que bon, de quoi on parle ? On parle de quelqu'un qui avait retweeté Mème de gauche. Donc Mème de gauche avait fait une traduction française d'un mème américain, enfin anglo-saxon, Oui. qui était genre, je sais plus exactement ce que c'était, mais C'est l'idée, leur fortune marquée au-dessus de leur tête, je crois. l'idée c'était de dire voilà, ces personnes-là, donc Meghan Markle, le prince Harry et Oprah Winfrey, sont en train de discuter d'oppression dans un jardin magnifique. Enfin, vous regardez les images de l'interview, Et ils sont pétés de thunes. Hein. ils sont vraiment. Donc voilà, c'est une des femmes les plus riches du monde qui est en train de discuter avec la famille royale d'un pays. Je crois qu'elle a d'un des plusieurs pays les plus milliards. puissants Enfin, du je crois monde. qu'elle a. Elle est très très riche. Elle Oprah possède des Winfrey. sociétés de production, un truc Et de donc fou. même de gauche avait posté un mème qui se moquait de ces gens très riches qui discutent d'oppression et quelqu'un et quand on dit quelqu'un, c'est pas une afro-féministe ou quoi, hein, c'est quelqu'un qui avait l'air de s'appeler Thibaut. C'était Thibaut Après, pour sa qui était défense, c'est pas pas le le convaincu seul. Il y et en a eu tout. plein comme ça. qui avait reposté en disant machin, aucune empathie pour les personnes racisées, etc. Et en fait, c'est même pas de dire ce qui arrive à Meghan Markle, c'est pas grave. Moi, je suis désolé. Je pense que la famille de l'aristocrate que tu as épousé trouve que ton bébé sera peut-être un peu trop foncé, c'est pas le problème le plus grave dans la vie, dans le sens où ça arrive même à des femmes noires qui sont genre femmes de chambre, qui ont déjà une vie de merde et qui se marient avec un mec blanc et dont la famille va être encore beaucoup plus raciste. Enfin, c'est juste... Le problème, c'est même pas que ce soit pas grave, ce qui lui arrive, c'est de se dire... C'est quand la dernière fois que vous avez vu Assa Traoré faire une interview vraiment pleine de complaisance sur comment elle se sentait que la police lui ait buté son frère devant un jardin magnifique, interviewée par une des Hier, je une crois. des femmes les plus célèbres du monde. Et en fait, c'est juste que ça, on le fait jamais pour les pauvres. On en a rien à péter que les pauvres ils subissent du racisme tout le temps, les noirs pauvres ou les arabes pauvres. Personne n'en a rien à foutre. Elle, c'est juste parce que c'est la femme d'un des hommes les plus puissants du monde que les gens s'intéressent à ça. Rappelons aussi Et que- on a le droit de se moquer de ça sans penser que le racisme c'est pas grave. Oui, puis elle s'est mariée surtout à un empire colonial. Enfin, il y a Mais la royauté complètement, rien qui qui est va. quand même, voilà, qui est une institution colonialiste, qui a fait sa fortune sur un empire colonial. Et en fait, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est-à-dire que, bon, déjà, Pourquoi Oprah Winfrey, elle invite pas les femmes de chambre c'était quoi, c'était Ibis, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis qui ont Et fait Le 2 Monde ans de aussi. grève. Le Monde aussi, parce qu'ils ont payé en Tsum, ça, Le Monde leur nouveau siège. Il y a eu manif de ça. Hein. Hein, le personnel de nettoyage. Ouais. Oui, parce que tout ça pour dire qu'elles aussi c'est des femmes noires, donc peut-être Oprah elle pourrait les interviewer aussi, je sais pas. Mais surtout, en fait, qu'on est quand même dans une situation où la pandémie qu'on vit actuellement cible majoritairement les personnes pauvres, et encore plus les personnes pauvres et racisées. Souvent, hélas, ça va de pair. Donc du coup, en fait, on voit une famille d'aristocrates qui ont fondé leur fortune sur un empire colonial qui, bouhou, c'est dur la vie, avec une femme qui possède des dizaines de sociétés de production, qui a plusieurs milliards de dollars de fric en foncier, etc., qui vont se plaindre de leur petite vie pendant qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont mortes d'une pandémie qui a majoritairement touché la population pauvre et racisée, notamment parce qu'ils ont moins accès au système de soins que les personnes blanches et riches. Mais donc voilà, Théo il avait fait un screen de ce gars-là sur Twitter Je et suis il l'avait énervé. posté sur Discord et j'avais chié un pavé parce que j'étais super vénère Voilà. et je supporte pas ce genre de logique. Et oui, il disait vous avez pas d'empathie pour les personnes racisées. Ben moi j'admets que oui, mais pas dans le sens pour les personnes racisées. Oula. J'admets que je n'ai aucune empathie pour Oprah Winfrey. Je m'en fous. En tout cas, pas politiquement. Politique. C'est-à-dire peut-être en tant qu'être humain. Moi, je pense que, imaginons, demain, je vois Oprah Winfrey se faire lyncher par 3 skinheads devant moi, je vais pas me sentir bien. Je vais pas dire c'est génial, mais c'est juste au niveau... L'horreur. C'est génial, j'adore. Je prends une photo. voilà. Mais au niveau politique, ces gens-là, ils sont clairement de l'autre côté de la barrière, peu importe que... En fait, c'est ça. Puis surtout, parler de questions de politique. C'est-à-dire que l'empathie en politique, c'est pas la question. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un rapport de classe qui est évident, qui est violent. Et c'est-à-dire qu'on assiste là à une interview qui est totalement classique et extrêmement sympathique à bien des égards. On parle pas des véritables problèmes pendant qu'il y a une pandémie qui tue des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes par jour, qui cible principalement les pauvres et dont tout le monde se carre. C'est quand même voilà. C'est-à-dire en fait qu'on est face à une situation qui montre toutes les problématiques sociales de nos sociétés. C'est-à-dire que les pauvres crèvent
hein, les pauvres dans tout leur ensemble, crèvent tandis que les riches vivent leur vie correctement, vont sur des bateaux, vont en interview, sortent après 18h comme chez nous, se font plaisir, partent en avion, pendant que nous on reste là et puis on attend peut-être que nos parents vont mourir du Covid, nos grands-parents, mais c'est pas grave puisqu'il y a Jean Castex qui peut aller voir Samuel Etienne après 18h dans son appartement parisien. Vous voyez, il y a quand même des problématiques qui sont là très très fortes, et c'est-à-dire en fait faire de cette interview un véritable débat sur ces questions-là. Je trouve que c'est se tromper en fait d'analyse. Pour moi, en fait, on devrait utiliser cette interview pour montrer à quel point en fait la classe dirigeante, la classe bourgeoise, se carre des problématiques des pauvres. Parce qu'on n'en parle pas. Ou alors on fait un petit truc dans le JT, ça dure 2 minutes, voilà, c'est fini, merci, au revoir. Et moi, pareil, Oprah Winfrey, je l'aime bien. Enfin, je trouve que je l'aime bien humainement, je l'aime bien. Voilà, c'est tout. Je sais pas, tu regardes toi Oprah? J'ai regardé 3 de ses interviews à l'époque, notamment des acteurs que j'aimais beaucoup. Moi, j'ai jamais regardé. Bah voilà. D'ailleurs, ça a fait mon anglais. C'était Ça a qui fait comme mon acteur? Oh, je sais plus, il y avait eu Carrie Fisher à un moment, enfin des trucs comme ça, quoi, des gens qu'elle avait interviewés. Après, en tant que présentatrice, ça doit être une bonne présentatrice parce que ça marche Ouais. de ouf son show. Voilà, mais je l'aime bien, mais par contre, je suis désolé, mais on ira chercher ta thune comme tout le monde. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, et on a le droit de se moquer d'elle même si c'est une femme noire. Bah après, ça c'est oui. Mais Pas en disant des trucs racistes Voilà. comme les gens qui parlaient de... C'était qui? C'était Daniel... Non, c'était pas Daniel Obono, c'était Christiane Taubira, là, où il lui jetait des bananes et tout. Je dis pas c'est drôle de jeter des bananes à Oprah Winfrey, Au faites secours. pas ça. Au secours. Et c'est pareil, quand c'était... Tiens, toi tu t'intéresses peut-être plus au foot que moi, c'était Samuel Eto'o qui s'était pris des cris de singe. Non, tu sais pas non plus. Non, je sais pas. Je crois que c'était Eto'o qui s'était pris des cris. Oui. Bon bah il est millionnaire comme tous les footballeurs à ce niveau-là, et c'est pas pour ça que c'est bien de faire ça. Mais après, bah t'as le droit de te dire, oui, les bourgeois noirs, on s'en fout comme tous les bourgeois. Bah c'est ça en fait. Puis comme on en avait déjà parlé, en fait, l'institution bourgeoise, elle a cette caractéristique comme institution. De, entre guillemets, blanchir la peau, c'est-à-dire en fait que tu dois répondre à des normes et des us et coutumes de la bourgeoisie, puisque c'est une vieille institution qui en fait nie totalement ton individualité. Donc finalement on est face à une personne qui humainement, je suis sûr, est extrêmement sympathique, mais qui représente parfaitement toutes les problématiques que représente la classe bourgeoise. Nier l'identité absolue de l'individu qui rentre dans cette institution et en faire une espèce d'outil de propagande très importante et très violente pour ses fins. Mais Donc, en fait, voilà, moi, je trouve que donc pour revenir au tweet dont tu parlais, c'est typique de ces gens qui disent et c'est pas la pire type de personne politique, mais je vais combattre toutes les oppressions indistinctement, etc. Nous, on est plutôt marxisants, on va dire. Tu te définirais comme marxisant? Ah, je préfère Staline. Non, c'est pas vrai. Mais donc voilà, on est plutôt marxisants, donc nous, Parce que je suis matérialiste. notre c'est sûr. vision, c'est que on pense qu'il faut faire une lutte contre le capitalisme, effectivement contre toutes les oppressions qui sont nées dans le cadre du capitalisme, parce que si on regarde l'histoire, il fallait justifier la phase d'accumulation de primaire du capital où on a été piller les pays d'Afrique noire pour que les bourgeois puissent se construire leur capital. Et comment on a justifié ça? En construisant toute une nomenclature de trucs, ils ont le crâne plus petit, c'est des singes, machin, toutes ces horreurs. Donc bien sûr c'est lié, et nous on n'est pas du tout dans cette position de réductionnisme de classe, de dire le racisme ça ne nous intéresse pas, le sexisme ça ne nous intéresse pas. Mais simplement nous on a une vision de lutte contre le capital, qui est une vision qui passe par une lutte des classes, et donc il y a un moment où il faut tracer la ligne, et où on ne lutte pas indistinctement contre toutes les oppressions, et on ne protège pas indistinctement toutes les personnes opprimées. On a de la solidarité envers les personnes qui, en plus d'être des travailleurs, subissent la double peine d'être des travailleurs noirs, subissent la triple peine d'être des travailleuses noires ou des travailleurs LGBT, etc. Mais on est foncièrement contre les gens qui disent on ne peut pas critiquer les bourgeois noirs. Voilà, c'est plutôt ça. C'est pas qu'on s'en fout des bourgeois noirs, c'est que ce qui nous énerve, c'est quand on dit on ne peut pas les critiquer en tant que bourgeois parce que ce sont des personnes racisées. Oui, tout à fait, oui. Je disais, Barack Obama, c'est un monstre impérialiste qui a fait bombarder des hôpitaux pour enfants. Et ça n'empêche que c'est le premier président noir des États-Unis. Bah oui, c'est Mais ça, le en fait qu'il se soit le premier président noir des États-Unis, ça ne fait pas qu'on ne puisse pas dire c'est un monstre impérialiste qui a fait bombarder des hôpitaux pour enfants. Exactement. Putain, on est parti loin avec ça. Bah oui, on est parti de loin, loin, loin. Hein. Mais c'était sûr.
transition malgache, voilà, donc sujet léger, on pensait revenir sur l'intervention de Jean Castex hier soir, donc c'était le 14 mars si je dis pas de bêtises, donc l'allocution de Jean Castex chez Samuel Etienne sur sa chaîne Twitch. J'ai dû tout me taper malgré moi pour un projet étudiant où je dois écrire des articles sur un blog. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette interview ? Beaucoup de rien. Finalement, hein, c'était un peu comme les rendez-vous du jeudi, dont nous avons l'habitude maintenant à 18h, où Jean Castex nous dit des choses que nous savons déjà et qui finalement ne nous apportent rien de plus, puisque cette interview a été plutôt mal perçue dans le chat et après sa fin sur les réseaux sociaux. Donc ce que j'avais vu dans ton article et sur les quelques tweets que j'avais vus, c'était que dans les grandes lignes, il était venu pour faire sa com, indépendamment des questions, et qu'il avait pratiquement répondu à aucune question qui n'allait pas dans son sens, c'est ça ? En tout cas, c'est l'impression que moi, j'ai eue, après je ne sais pas pour les autres, mais visiblement, c'est ce qui a été retenu par les gens, c'est que, oui, finalement, déjà, il y avait déjà la controverse du fait que Samuel Etienne invitait Jean Castex, qui est donc chef du gouvernement et qui est donc soumis à des règles de ce gouvernement, qui est de ne pas non plus pouvoir dire tout ce qu'il veut. Mais il y avait aussi une polémique sur le fait que pour pouvoir poser ces questions, il fallait suivre la chaîne de Samuel Etienne déjà plus de 2 mois. Et il fallait être sub, je crois, j'en suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. Mais on pouvait également poser ces questions si on déboursait 3500 points de chaîne, ce qui est quand même pas mal. Non, pas 3500 €, voilà. Mais donc il y avait déjà ce problème du fait que tout le monde ne pouvait pas poser sa question, et même de toute façon quand la question pouvait être posée, c'est Samuel Etienne qui sélectionnait entre guillemets les questions, puisqu'il y a eu des milliers et des milliers de questions qui ont été posées. Pertinentes ou non, ça ce n'est pas à moi d'en juger, puisqu'il y avait quand même pas mal de trolls, donc par exemple Jean Castex, il faut baisser mes impôts, mais dans tous les cas, ce qui a été retenu, c'est que effectivement, quand on lui posait des questions, Jean Castex il répondait tout le temps à côté. Il touchait pas vraiment le fond de la question. Il allait souvent, il disait, c'était très dans la complaisance. Il disait oui, enfin nous on a fait ça, mais c'est la faute des anciens gouvernements, c'est pas nous. Et on sentait un petit agacement de la part du chat, mais aussi de Samuel Etienne, du coup, qui lui répondait souvent, qui lui disait mais oui, mais là vous répondez pas à ma question, monsieur Jean Castex, la question c'était ça ou quoi. Donc ça divaguait très souvent, les questions des fois elles allaient nulle part, ça répondait à côté, des fois c'était même mis en difficulté où c'est vrai il y avait qu'il pas a de réponse, refusé quoi. de dire qu'il était de droite. Non, justement, il a dit qu'il était de droite. Ah. Il y avait une question où dans le chat qui a popé, où Samuel Etienne a sélectionné, qui disait mais est-ce que vous vous considérez comme un homme de droite ? Et Jean Castex qui a répondu bah oui, moi je me considère de centre droit, plutôt droit, quoi. Mais donc D'accord, moi j'avais mal compris ce que j'avais lu, je croyais qu'il avait évité la question et j'étais en Non, mode, non, des non. républicains, c'était quand même Non, justement, parti de c'est droite voilà, radicale. si vous aviez un doute sur le fait que le gouvernement, en tout cas le chef du gouvernement était de droite, vous avez votre réponse. Mais ce qui en dit long sur le gouvernement et le chef de l'État. Oui, parce que les deux, ils venaient des républicains. Oui, voilà, les deux venaient des Philippe républicains. et Castex. Exactement. Et très souvent aussi des questions qui ont su mettre en difficulté. Jean Castex, moi j'avais repris cet exemple dans mon article, qu'il y avait une question qui lui demandait s'il était pour ou contre la légalisation du cannabis récréatif. À cette question, Jean Castex répondait que non, lui, il était complètement défavorable à cela parce qu'il avait pu voir dans sa localité les dégâts que pouvait causer ce genre de substance, tout ça, voilà. Enfin bref, ça, vous en pensez ce que vous voulez. Mais du coup, quelqu'un lui a redemandé cette question que Samuel Etienne a eu le bon sens de poser, qui est, certes, d'accord, vous êtes contre la légalisation du cannabis récréatif, mais dans ce cas, pourquoi continuer à légaliser le tabac et l'alcool, puisque, c'est aussi vecteur de énormément de morts par an, comme nous l'a dit hier notre cher Théo, que vous avez eu le plaisir d'entendre avant, que l'alcool c'est une des seules substances où nous pouvons en mourir du sevrage. Voilà, il fait un dab, il est content de sa truc. Tu peux lui repasser le micro juste oui, qu'il pas explique de souci. vite fait, parce que je trouve Je ça reviendrai intéressant après cette histoire de. Je savais pas du tout avant que t'en parles, cette histoire que tu peux mourir du sevrage d'alcool. Ça part loin quand même. Oui, tu peux mourir du sevrage d'alcool. Et c'était quoi déjà ? Enfin, Il y avait pas une histoire avec le foie et les enzymes ? alors oui, c'est ça en fait. Donc l'alcool dégage. Alors je sais plus spécifiquement comment ça fonctionne.
En fait, ton foie, pour détruire les molécules que dégage l'alcool, va développer des enzymes. Hein. Donc, c'est-à-dire que pour arrêter les effets de ces molécules. Et lorsque Parce qu'en fait, comme toutes les drogues, l'ivresse, tout comme les tripes hallucinogènes, les tripes Mhm. de cannabis, etc., en fait, c'est ton corps qui réagit à une intoxication. Voilà, c'est une réaction chimique. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je sais plus spécifiquement, puis j'ai plus les termes, donc je vais pas dire de la merde. Et en fait, du coup, quand tu es alcoolique, tu produis très régulièrement cette enzyme, de façon qui, du coup, de toute façon, va commencer à attaquer ton foie au bout d'un moment, pour plein de raisons plutôt compliquées. Et lorsque tu arrêtes d'un coup cette consommation d'alcool, notamment lorsqu'elle est très importante, c'est-à-dire quand c'est de l'alcoolisme sévère, grave, enfin grave, tout alcoolisme est grave, mais sévère, c'est vraiment une consommation très importante d'alcool, parfois fort, de façon très régulière, très répétée, eh bien cette production d'enzymes se fera tout de même alors qu'il n'y a pas de substance, et du coup qui va attaquer directement ton foie. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter. Si vous pensez être alcoolique et que vous voulez arrêter l'alcool, faites-le avec un professionnel. N'arrêtez pas d'un coup, car le sevrage peut vous tuer. Voilà. Tout à fait. Et du coup, merci professeur Théo pour cette intervention. Ça fera 50 €. Du coup, pour revenir sur ce que je disais, donc quelqu'un demandait à Jean Castex pourquoi l'alcool et le tabac sont toujours légalisés. Eh bien ça, Jean Castex a plutôt bégayé, hein, autant dire. Il avait pas vraiment les couilles de dire que ça rapportait énormément, mais voilà. Et Puis, ouais. puis tout bêtement une question culturelle. Est-ce que même des gens qui n'ont pas. Moi, je vois ma mère, c'est ce que je dis tout le temps, ma mère, que si je lui dis avec mon frère, on va fumer des joints sur la terrasse, elle va réagir de manière beaucoup plus alarmée que si je lui dis, on va boire des bières sur la terrasse. Alors Oui. qu'en vrai, l'alcool, elle dit oui, mais le cannabis, ouais, mais c'est quand on consomme des tonnes, et quand tu consommes des tonnes d'alcool, je suis désolé. Pour ceux qui n'ont jamais vu un alcoolique bien attaqué, bien jaune. c'est pas beau à voir. Ah, non. Alors je veux bien que les gens qui se butent, qui fument 12 joints par jour, au bout de 10 ans, ils soient pas beaux à voir non plus. Mais l'alcool, c'est pas plus bénin. Et voire c'est même, comme moi, le la tabac, plupart... quoi. Le tabac, au bout d'un moment, Ouais, ouais. quand t'as des cancers de la gorge et tout, enfin, cancer des poumons, cancer de la gorge, cancer de la bouche, cancer de la langue, tout ça, bah c'est pas Et beau à c'est voir. purement aussi. culturel. Enfin, c'est purement culturel. Il y a aussi une base matérielle de... bah oui, ça rapporte énormément le tabac et l'alcool, mais il y a aussi toute une composante culturelle. Et alors que moi, C'est tous surtout les que c'est une trucs- problématique de pauvre, déjà. tous de les base. trucs que j'ai lus, L'alcool, le tabac, tout oui, ça. complètement. Tous les trucs que j'ai lus vont plutôt dans le sens de dire que le cannabis c'est moins nocif que l'alcool. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, quand on est conservateur, on va pas dire qu'on est pour le cannabis, ça la fout quand même mal, surtout quand t'es Alors Premier que ministre. le bon pinard, Le ça, c'est bon pas de la pinard, drogue, c'est de la le bon- gastronomie. Le bon Bordeaux, là, les 2 bouteilles de Bordeaux qu'on s'envoie à l'Assemblée nationale, ça par contre, voilà. Bah ça, c'est pas de la drogue. Ouais, si tu m'étonnes, c'est ceux qui te disent, bah non, le cannabis c'est dangereux, c'est de la drogue. Et puis tous les midis à l'Assemblée, à la cafette de l'Assemblée, ça Comme descend les disait cruches. notre cher ministre de l'Intérieur, et je ne vais pas dire son nom, sinon je devrais dire son nom complet, et je sens que on va vite se faire cancel. Il faut Ah, attends, on va interdire dire cette ses merde. initiales, c'est Gérald Darmanin SV. Voilà, SV. On vous voilà. laisse compléter la Voilà, fin de on vous laisse son nom compléter entier. avec ce que vous voulez, c'est libre à votre imagination. C'est pas le cancel que tu risques de subir, c'est surtout porter plainte pour diffamation, puisqu'il a des yeux et des oreilles partout. Ça rime avec pas le troller. Voilà, donc ce serait con de débuter ma carrière de journaliste sur ça, ça serait quand même pas de bol en tôle. On va- Ça te ferait matière à un reportage. Hein. Ça me ferait matière à un reportage, exactement. Journalisme d'investigation à Fleury-Mérogis, très content. Enfin bref, voilà quoi, ce live qui a donc duré 1h30, une session réponse d'1h30, bah c'était déjà... Enfin je sais pas en vrai, parce que du coup j'ai regardé la semaine dernière toute l'allocution de François Hollande, qui elle durait 3 heures. Oui, 3 heures de Hollande que je me suis tapé. J'ai regardé en entier. Oh là là. C'était écoute, je me tape déjà parce à l'heure actuelle et au notamment moins- les jeudis, donc Au autant moins Jean continuer, quoi. Castex il a un accent rigolo. Mais Oui. François Hollande c'est un trou de charisme. Ça doit être insupportable de le regarder parler pendant Oui, 3 mais heures. voilà, écoute, C'est un trou noir de charisme. c'est malheureusement ma profession qui me dit ça. Bref, oui, du coup, ça a été. C'est horrible parce que C'était très long. c'est nous quoi. qui avons, et là je suis encore en train de lui couper la parole, c'est nous qui avons 1h30 pour parler, c'est lui qui fait tout le vrai boulot de personne qui regarde ce que c'est la politique. Nous on lit un article Mediapart de temps en temps, on passe trop de temps sur Voilà, Twitter mais- et on monopolise le micro. Il y a pas de souci, mais du coup, oui, le live était plutôt. Il y avait des longueurs, quoi. Il y avait des moments de légèreté, comme il y a eu 5 minutes à passer sur le rugby, sur le match de rugby de la veille France-Angleterre, où là le chat était délétère et demandait son avis à Jean Castex. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la rencontre? C'était bien ou quoi? Vous êtes content?
Puis Jean Castex était là, oui, alors nous n'avons pas fait tout ce que nous aurions pu faire, mais voilà, enfin, bref, je ne ferai pas d'imitation de Jean Castex plus longtemps. On n'est pas sur les guillemets, on est dans Voilà, un c'est podcast ça. sérieux. C'est ça, je n'ai pas le talent d'Usul pour les imitations. Mais en tout cas, sur Twitter, de ce que j'ai pu voir après, parce que moi je suis un bon journaliste, je vais voir les réactions à chaud sur Twitter. Oui, eh bien, il y avait plutôt un sentiment de. Que ça a servi un peu à rien cette allocution, que beaucoup d'air brassé, beaucoup de com gouvernementale, qui on est déjà habitué à ça tous les jeudis à 18h. Et voilà quoi. Mais toi, est-ce que tu arrives à te rappeler de moments où tu as eu l'impression d'apprendre quelque chose, ne serait-ce que sur ce que fait le gouvernement? Il y a eu des moments intéressants quand même, ou c'était vraiment que du vent? C'était en fait, il y a eu énormément de sujets, donc c'est difficile de se rappeler de tout, parce que comme j'ai dit, il y a eu des centaines et des centaines de questions posées, des fois des questions qui ont duré peut-être 30 secondes, des fois il y en a, ça a duré 5-10 minutes, mais en soi, j'ai pas l'impression d'avoir appris grand-chose, parce que en fait, il ne disait rien de neuf. C'est quand on lui posait des questions sur le confinement, il disait faut voir. Quand on lui demandait s'il y aura un reconfinement, il disait il faut voir comment ça évolue. Là, on ne sait pas encore, mais si confinement il devrait y avoir, eh bien il y aura. Enfin voilà, ce genre de conneries. Donc tout ce qu'on est déjà habitué à entendre les jeudis, il y a vraiment eu rien à se mettre sous la dent de neuf, même sur des questions où on lui demandait si l'Île-de-France sera reconfinée, il disait qu'il pouvait pas dire maintenant si c'était le cas ou non. Enfin, finalement, il y avait rien, quoi. C'était vraiment juste, il était là, il répondait aux questions, mais il répondait pas. T'avais l'impression de parler à un pot de fleurs. En termes de communication publique, le gouvernement il gère ça comme ça depuis le début de la crise. C'est-à-dire Ouais, mais le même but, c'est d'en lâcher le moins possible et de dire ce qui va se passer le plus tard possible. Ouais, mais voilà, qu'on sache mais du du mardi coup, au samedi qu'on va être confiné pendant 6 mois. C'est ça, mais du coup, c'est ça que le ressentiment de la toile, et en tout cas des gens qui ont assisté à ce live, c'était. Enfin, l'exercice est différent quand tu interviews quelqu'un sur Twitch. Tu n'es pas en conférence de presse avec beaucoup de journalistes, tu n'es pas en conférence officielle ou quoi, là tu es sur Twitch. Et sur Twitch, on a l'habitude d'avoir des gens qui te disent les choses. Plus relax, sans langue de bois. C'est ça, sans filtre. Et là, tout le monde avait l'impression que c'était que de la langue de bois, quoi. Il y avait rien de factuel, il y avait rien de neuf. Et du coup, ça a créé un réel décalage. Parce que autant François Hollande, la semaine dernière, il y avait moins de filtres, puisque c'est un ancien président qui n'est pas en fonction, on ne sait pas s'il va se représenter, on ne sait pas s'il a un programme, donc à la limite, voilà, il disait des choses, il donnait son avis, alors que là, c'est un représentant du gouvernement, donc comme je l'ai dit, il est soumis à des codes, et il peut pas se lâcher sur Twitch comme n'importe qui se lâche sur Twitch, comme on a l'habitude d'avoir quelqu'un sur Twitch. Et du coup, il y avait un réel décalage entre ça, en fait. C'était juste, voilà, c'était un journaliste qui recevait le Premier ministre. Il peut pas, voilà, il peut pas répondre aux attentes des gens. attentes de la plateforme, enfin aux attentes des gens propres à la plateforme, mais il vient quand même pour faire ça comme quoi. Et je pense que ça a de quoi gaver. Oui, mais c'est surtout que les gens savaient pas, savaient pas vraiment ce qu'ils venaient foutre là, quoi. Parce que je sais pas, au moins si tu viens sur Twitch, Jean Castex, là je m'adresse directement à toi, au moins tu déboutonnes la ceinture d'un cran, tu mets la cravate autour de la tête et puis tu fais la Macarena pour le train de live, c'est le minimum. Là c'était ambiance masquée, covidée, tout ça, c'était une ambiance assez délétère comme on aime à le dire. Mais en tout cas oui, c'était moi franchement c'était un peu un calvaire à suivre, C'était vraiment là à juste entendre Castex déblatérer toutes ces phrases répétées par ses agents de com. C'était un vrai calvaire. Il a joué à Binding of Isaac ? Il n'a pas joué à Binding of Isaac, malheureusement. Super Meat Boy. On le retrouvera peut-être à Speedon l'année prochaine. Ou au Z-Event. On le retrouvera peut-être au Z-Event. Voilà. Si le Z-Event lève 1 million, peut-être que Jean Castex viendra faire un feat et une session d'anecdotes avec Zerator. Il va faire des fictions audio avec des blagues sur Balkany avec Antoine Daniel. C'est ça, mais ouais, pour revenir à ça, moi je sais pas exactement ce qu'ils viennent foutre sur Twitch maintenant, le gouvernement, ou en tout cas sur les plateformes de jeunes, comme on dit, YouTube, Twitch, je sais pas ce qu'ils cherchent en fait en faisant ça, parce que pour moi, la méthode de com, ça marche pas en fait, parce que ici, ils cherchent à cibler une tranche d'âge en fait.
Ouais, c'est pour mais- ça qu'ils parlent aux influenceurs, c'est pour ça qu'ils vont sur Twitch. Ça marche pas, c'est nul. Ah oui, mais ça marche pas. l'intention, elle est de toucher les jeunes, de toucher, je sais pas, je dirais les 18-24. Ouais, mais ça se sent Comme que ça. c'est des agents de com, mais vieillissants de ouf, qui se disent ah, les jeunes, quand même, là, ils ne votent plus, il faut, Ouais, c'est ça. faut leur dire d'aller voter, donc voilà, on va venir. Mais ça marche pas, ça, en fait. Déjà, parce que bon, les publics qui ciblent, c'est des publics qui sont pas en âge de voter en général. Puis même si c'est des publics qui sont en âge de voter, bah, faut pas se voiler la face. Hein. La jeunesse aujourd'hui, elle est pas trop de droite, je pense. Puis il leur faudra peut-être. Surtout qu'en fait, c'est penser qu'il suffit d'envoyer l'autre, qui est pourtant pas un sexe symbole, pour leur redonner l'envie de voter, comme si sa simple présence avait le moindre pouvoir. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait aux jeunes pour leur redonner la motivation de voter, c'est l'impression que leur vote compte. Et ça passe par le fait de faire de la Bah. politique et pas juste d'envoyer Jean Castex Bah, ça, faire en le fait, train de la il y hype, a puis eu. Samuel Etienne. Il y a eu du coup pendant cette allocution Jean Castex Samuel Etienne, c'est justement ça a parlé à un moment du fait que les jeunes ne vont plus voter et ça Jean Castex était là oui non mais il y a beaucoup d'abstention, c'est n'importe quoi, il faut aller voter, vous savez dans des pays on oblige à aller voter, tout ça, enfin voilà. Et par contre après ça parlait du vote blanc et là bon Jean Castex était déjà un peu plus en mode oui peut-être mais pareil tu vois il y avait pas de réponse, les gens lui demandaient pourquoi le vote blanc ne serait pas comptabilisé puisque certes il critique le fait qu'on ne va plus voter mais parce qu'on n'a pas l'impression de se faire entendre et par contre sur le vote blanc même là il savait pas quoi répondre, il disait bah oui peut-être il faudrait je sais pas voilà et moi je n'ai pas d'avis fixe là-dessus. Oui, mais du coup, viens pas faire ton interview, gros. C'est à quoi ça sert que tu viennes, si ce n'est pour redorer ton image entre guillemets auprès des jeunes en mode regardez, je suis hype, je viens sur Twitch, quoi. Donc c'est. Enfin voilà, Bon. quoi. Alors, 2 mots de la fin. Le premier, on espère que ce sera mieux avec Marine Le Pen. Ah oui, vraiment, quand Samuel Etienne recevra Parce qu'il a des bonnes Marine idées en Le ce moment, Pen. Mais il l'a officiellement invité ça Non, aurait été non, où, non. Non, en fait, l'histoire, c'est que la dernière fois que Samuel Etienne a interviewé Marine Le Pen, elle lui a dit les yeux dans les yeux, vous ne m'interviewerez plus jamais. À Samuel Etienne. je l'ai dit. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il a lâché une petite pique en mode ah ouais, vous voulez qu'il y ait des gens du Rassemblement National qui viennent Eh bah chiche, Marine Le Pen, est-ce que vous viendriez et tout ça. Ah, d'accord. Moi, voilà, j'avais pas il- le contexte. J'avais juste vu le tweet et j'étais en mode ah, d'accord. Non, il a pas annoncé que Marine Le Pen serait la prochaine interviewée, voilà. Mais la question s'est posée, et pareil sur ça, la question se pose sur le fait que est-ce qu'on a envie d'interviewer des fachos. Je vous laisse maître de cette décision. Et donc, le mot de la fin, c'est que on se retrouvera tous ensemble pour regarder McFly et Carlito. Oh putain. Macron chez McFly et Carlito. Franchement, je pense que je vais regarder, mais ça sera dans la souffrance. Alors, bon, les gars, je vais vous raconter une anecdote. Alors, je l'imite pas, je sais pas imiter Macron. Les gars, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, je reçois l'ambassadeur du Gabon, et là, il y avait Brigitte qui voulait me faire une surprise. Elle avait mis de la petite lingerie, elle m'attendait nue sur la table de mon bureau. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Au secours. Est-ce que le général de Gaulle aurait fait une vidéo Serait avec allé chez McFly et Carlito? En fait, moi, au début, Pétain, je l'aimais bien. Ah là là, on va... Vrai ou faux? Ouais, la conclusion. Vite, la conclusion, on va partir très très loin là après. Alors, est-ce que j'ai compris les Français ou pas? Vrai ou faux? J'adore voir les Algériens se faire massacrer. Vrai ou faux? Bon, et ben sur ce, on va conclure. C'était sympathique. On espère vous refaire des épisodes prochainement, que ce soit freestyle ou sur des sujets plus creusés. Là, on a fait une Oui. absence qui n'était pas forcément volontaire, donc je pense qu'on peut dire que dans les mois qui viennent, il y aura un peu plus d'épisodes que là où il n'y en a pas eu pendant plusieurs mois. On va essayer de faire un par mois peut-être. Bon, ça on coupera au montage parce que c'est toujours casse-gueule d'annoncer des... Non, on n'annonce rien, Tu mettras un truc par au-dessus, c'est genre faire... C'est comme le couvre-feu, Un un jour ça par se terminera, mais pas tout de suite. Mais donc on va essayer d'en faire un peu plus souvent, parce que nous, ça nous fait plaisir. J'espère que ça vous a aussi fait plaisir de nous écouter. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, SoundCloud, et c'est tout. Dans la prochaine vidéo de McFly et Carlito aussi. Ah oui, sur nos réseaux Twitter et Facebook. Ouais. Chez Samuel Etienne. Bientôt un site. Ah, le site est annoncé. Et Gros, voilà. gros bisous à Minute Rouge. Je pense pas qu'ils écoutent, mais ils nous ont déjà follow sur Twitter. Oui.
Et c'est rigolo parce que c'est un petit compte quand même, Minute Rouge, mais moi j'avais l'impression d'avoir été follow par Freddie Mercury. Mais on les aime bien, Minute Rouge, ils sont super yes sympas, ils font des sacrées vidéos, c'est très drôle aussi, j'aime beaucoup leur Donc format. on en avait déjà parlé dans l'introduction, mais allez voir Minute Rouge, c'est très très bien, ils parlent de notions clés du mouvement ouvrier, du communisme et de l'anarchisme en général moins de 5 minutes. C'est super sympa. C'est très très bien foutu, très agréable à regarder, dédicace à eux. Oui. Et eh bien, on va se laisser là-dessus. À la prochaine. À la prochaine. Et comment faire autrement? The best solution is to devolve power down to people. Bon, vous savez, le diplôme, ça sert simplement à constituer une espèce de valeur marchande du savoir. La violence des riches, c'est ça. C'est que le déficit public, il n'existerait pas s'ils payaient leurs impôts. Ce que je crois, c'est qu'il n'y a plus... C'est pour ça que la social-démocratie sombre, coule à pic, avec tout son appareil.